Ce que nous mettons en place avec des outils et des méthodes, c'est quelque chose qui répond à 4 besoins différents. Le premier, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise, d'abord par la vente, mais aussi par l'alignement de l'ensemble de l'entreprise sur le client. Donc, c'est de performer à un niveau supérieur que celui de ses concurrents. Le deuxième bénéfice que nos approches permettent d'obtenir, c'est d'identifier des gisements de croissance nouveaux. Donc ça parle particulièrement aux startups, mais c'est effectivement comment on peut créer une valeur nouvelle pour, après avoir fait le travail d'optimisation, pour assurer son business aussi de demain. Un point clé, alors particulièrement vrai pour les startups, mais aussi assez important pour l'ensemble des entreprises, c'est qu'une fois qu'on a fait un plan opérationnel et qu'on a avancé sur une vision pour accéder au marché, il faut la financer. Et il faut la financer dans les meilleures conditions possibles pour le dirigeant et l'entreprise. Et effectivement, ce sont des choses qu'on prend en compte, c'est-à-dire qu'on traduit les plans opérationnels en besoins financiers, et puis après, on aide à structurer l'approche commerciale pour aller chercher le financement, et on accompagne dans ce sens. Et le dernier point, qui est un point important, qui fait partie de l'ADN de la méthode, c'est que dans tout ce travail d'optimisation ou d'identification de gisements de croissance, d'amélioration de la performance de la vente, etc., nous sommes axés sur mettre des valeurs, trouver un sens pour engager au final le client, mais aussi l'ensemble des équipes dans cette croissance. Donc, il y a une vraie dimension axée sur l'humain, d'où le titre « La performance au service de l'humain », qui fait que globalement, et ça c'est avéré avec les entreprises avec qui nous travaillons, le travail se fait dans une ambiance plutôt de plaisir, très constructive et très, très collaborative. L'aspect collaboratif étant totalement amené par les outils qu'on utilise. Alors, comment on fait pour atteindre ces 4 objectifs? On touche 4 univers de l'entreprise de façon assez profonde. Donc, le premier, c'est la vente. On va voir un petit peu plus tard comment on y va. Le deuxième, c'est la stratégie. Donc, on apporte aussi des modèles d'analyse qui permettent de mieux comprendre quel est l'environnement et quelles sont les forces et les faiblesses internes, et qui amènent étape par étape à bâtir un plan opérationnel qui permet effectivement de faire coller la capacité de l'entreprise avec les potentiels de marché. Donc, c'est la partie capacité d'analyser la réalité de l'environnement interne et externe pour se projeter dans un vrai plan opérationnel d'exécution. La finance, on en a parlé, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis, ce qui est embarqué avec nos méthodes et avec nos outils, c'est effectivement la dimension management collaboratif de la partie ressources humaines. Nos outils imposent une façon de travailler sur laquelle on fait appel énormément à de l'intelligence collective et un travail collaboratif entre les équipes, qui est aussi un travail qui inclut le client et les prospects finaux dans cette réflexion pour vendre plus rapidement et dans de meilleures conditions. J'en ai un petit peu parlé, j'en ai touché 2 mots, mais c'est ce que dit c'est le commentaire d'un chargé d'accompagnement d'entreprise au village by Crédit Agricole, qui est l'accélérateur de Sophia Antipolis pour les startups.
Ils ont mis un certain temps avant de travailler avec nous. Ils nous ont évalués pendant 2 ans. Et ils ont signé un partenariat de 3 ans qui sont en train de diffuser à l'ensemble des villages en France, avec lesquels on est en train de rentrer dans un programme de formation. Donc, récemment, il y a eu effectivement près de 40 villages qui ont été exposés à nos méthodes. Le point spécifique pour le village Crédit Agricole de Sophia Antipolis, c'est qu'ils ont vu un certain nombre de startups appliquer les méthodes et ils ont pu mesurer les résultats obtenus dans des périodes qui vont de 12 à 24 mois. Donc ça, c'est la partie intéressante, c'est qu'on s'inscrit dans un temps qui est le temps de l'entreprise et on ne sait pas faire changer ou bouger les lignes en 3 réunions ou sur des délais très courts parce qu'on implique pas mal de changements. Le point clé de ce que nous faisons, c'est pour l'exécution. Et nous avons une obsession permanente qui est en fait celle que nous avons encapsulée dans nos outils, qui consiste à mesurer l'activité, qui consiste à mesurer et à engager dans de l'exécution et à améliorer de façon constante ce que génère l'activité, ce que génère les plans opérationnels. Nous n'engageons des changements, nous n'accompagnons les dirigeants que pour un seul objectif, qui est la performance de l'entreprise sur ses marchés. Pour le faire, on trouve, et ça c'est l'expérience avec les startups, mais c'est assez récurrent avec pas mal d'entreprises. Il y a 4 grands domaines qu'on peut traiter et que nous adressons. C'est déjà de souvent faire exprimer des choses qui sont dans le domaine du non-dit par les dirigeants, notamment sur les valeurs dont je parlais initialement et la partie humaine qui aujourd'hui impacte jusqu'au client final. Donc, on va effectivement aller chercher et creuser avec les dirigeants de l'entreprise les valeurs qu'ils veulent défendre et la dimension émotionnelle supplémentaire par rapport aux fonctionnalités de leurs produits. Ce sont des choses qui sont absolument essentielles aujourd'hui dans la performance de la vente. Le deuxième stage et la deuxième partie sur laquelle on travaille effectivement de façon assez importante, c'est d'aider les dirigeants, mais aussi les équipes, à prendre conscience de ce qu'ils maîtrisent bien et de ce qu'ils maîtrisent moins bien face à la réalité des opportunités et des risques des marchés. Cette étape de prise de conscience est absolument indispensable parce que c'est elle qui permet un engagement à la fois des dirigeants, mais à la fois un engagement coordonné des équipes pour faire l'effort de changer et de progresser. C'est le troisième étage de la fusée, effectivement, sur lequel on va tomber. C'est que comme on inclut à la fois les dirigeants et les équipes dans cette réflexion, alors les équipes pas tout le temps, mais sur des moments pivots dans la réflexion, comme on inclut les équipes dans la réflexion autour des évolutions qu'elles devraient engager pour que l'entreprise performe mieux, on prépare très en amont l'alignement de l'entreprise et la qualité et la vitesse de l'exécution au final. On arrive assez rapidement, quand on déploie nos solutions, à faire en sorte que ce soit les équipes, donc les salariés eux-mêmes, qui prédéfinissent leurs objectifs. Donc, c'est quand même assez performants par la suite, c'est eux qui se donnent les objectifs et ça facilite grandement toute la mécanique d'exécution et de monitoring et de progression vers les objectifs, puisque ce sont eux qui se sont fixés leurs propres objectifs, que le management se met en posture de les aider à les atteindre et positionne en réalité cette progression dans un cadre et dans un échange réciproque et mutuellement bénéfique pour tout le monde.
Très souvent, quand on fait appel à nous, on s'aperçoit qu'une des causes, effectivement, de, de moins bonne performance ou de non-performance en fonction des sujets est aussi très fortement due à ce désalignement entre les différentes parties, à des degrés divers. Alors, effectivement, là, c'est un dessin un petit peu provocateur, où on a mis tout à l'envers, mais bon, c'est souvent le cas des startups en réalité. C'est moins souvent le cas d'entreprises plus établies sur leur marché. Par contre, tous les éléments ne sont pas nécessairement complètement alignés et il y a un vrai gain en performance en réalité, même pour des entreprises plus matures, de travailler la clarté des processus à l'intérieur de chacun de ces blocs et d'améliorer l'alignement de l'ensemble. C'est ce travail qu'on arrive à faire et qu'on fait de façon assez rapide et qui permet une vraie augmentation de la fiabilité de l'exécution. Depuis le début, je parle de méthodes et d'outils. On est au cœur d'un sujet qui est la digitalisation de l'entreprise. Alors, notre approche pour digitaliser l'entreprise, c'est déjà de commencer à lui permettre d'identifier de façon récurrente et de manager son évolution et son changement. Donc, d'identifier ce dont elle a besoin avant de rentrer dans des processus de digitalisation plus larges et beaucoup plus coûteux en réalité. L'autre pilier de la façon dont on envisage la digitalisation, c'est que les outils ne doivent pas simplement accompagner ou accélérer ou structurer des façons de faire, qui est quand même le propre de la digitalisation, c'est d'automatiser des façons de faire en les simplifiant. On doit aussi apporter des savoirs nouveaux. C'est ce que nous faisons avec les outils que nous avons et que nous allons présenter un petit peu plus loin. Et effectivement, troisième spécificité dans ce qu'on fait, c'est d'avoir pensé les outils pour créer les conditions de cette transmission de savoir-faire de façon collaborative et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est d'identifier des objectifs et de faire en sorte que les gens collaborent sur l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est le troisième pilier de notre vision de la digitalisation de l'entreprise. Elle est quand même assez centrée sur le cœur de l'entreprise. Nous ne digitalisons pas les chaînes de production et tous les processus de l'entreprise. Par contre, nous digitalisons la réflexion stratégique, la planification opérationnelle, la vente et le management des ventes. Le tout réellement dans une mécanique d'amélioration constante de la qualité de l'exécution. Alors, les outils dont je vous parle, effectivement, nous avons Nereis Energy qui est la partie apport en méthode de vente et apport en méthode de management collaboratif autour de la vente. La partie Nereis Stratégie qui est une démarche de digitalisation d'une analyse stratégique qui va vous mener et vous guider de façon très très simple jusqu'à un plan opérationnel dans lequel vous aurez associé vos collaborateurs et dans lequel vous aurez effectivement regardé, c'est une sorte de guide de questionnement qui vous fait vous interroger sur la réalité de vos marchés et qui vous fait vous interroger sur la réalité des compétences et des savoir-faire que vous maîtrisez en interne et qui tout naturellement vous amène à essayer de combler les savoir-faire dont vous avez besoin pour faire face à la réalité du marché. Donc, on est déjà dans une mécanique de progression, mais très construite et identifiée par les équipes pour aller atteindre vos objectifs. Et enfin, Nereis Synergie, qui est la partie, j'allais dire, tableau de bord et monitoring de l'ensemble. Une fois qu'on a défini les objectifs, une fois qu'on est engagé dans l'action, sortent des métriques qu'il faut analyser et restituer pour l'entreprise d'un point de vue gestion et
et système d'alerte en réalité pour l'entreprise. Mettre en place ces mécaniques et ces outils revient en fait par la nature collaborative de ce qu'on fait à faire disparaître certains silos qui existent dans toutes les entreprises. On va faire collaborer dès la conception du plan opérationnel. On va faire se coordonner tout ce qui est finance, production, vente de façon extrêmement évidente et fluide, ce qui fait qu'effectivement, quand on déploie derrière les plans qui ont été construits par tout le monde, ils se déploient de façon plus rapide, de façon plus fiable, et lorsqu'un événement vient perturber ce qui est mis dans les plans, il est identifié plus rapidement et il est géré par l'ensemble des équipes de façon complètement naturelle. Ces outils, comme je vous le disais, apportent des savoir-faire dans les différents domaines. Il y a de vrais savoirs qui sont encapsulés dans l'analyse stratégique et dans la planification opérationnelle, dans les réalises stratégie. Et il en va de même pour la finalité de la vente, la gestion des affaires et surtout le management des forces de vente dans les réalises énergie. L'ensemble porte une vision très différente de la vente que celle qui a été, et qui n'est d'ailleurs pas enseignée dans les écoles de commerce, etc. On a des retours assez phénoménaux sur l'ensemble des villages sur le fait que, et des accélérateurs sur le fait que la question de la vente reste un parent pauvre à la fois de l'enseignement en France et à la fois en termes de pratique dans les entreprises. Je reviens un petit peu sur l'intérêt de pourquoi refaire une analyse stratégique et pourquoi avoir digitalisé et mis en place un outil pour le faire. C'est aujourd'hui le constat que le monde change en permanence, que vos concurrents peuvent venir de partout, et ils peuvent venir d'un point de vue technologique. Donc le temps qui était il y a quelques années un temps de la stratégie et de la réflexion ne peut plus être décorrélé d'une mécanique de veille et d'une mécanique d'analyse quasi constante. Vous devez avoir un radar stratégique au sein de votre entreprise, et pour obtenir et avoir ce radar stratégique, en réalité, pour comprendre les changements de votre environnement plus rapidement que vos concurrents et pour pouvoir vous y adapter de façon plus rapide. Et on l'a vu au travers des différentes crises, le Covid, etc. Nous, on a vu des startups qui ont su analyser, grâce aux outils qu'on avait fournis, qui ont su analyser des changements et qui ont repositionné leur planification stratégique. Ils voulaient aller pour certains sur certains produits qui étaient liés à la digitalisation bien plus tard dans leur roadmap produit. Quand ils ont vu arriver les crises du Covid, etc., ils ont instantanément rechangé leur roadmap produit et ils se sont positionnés sur des choses qui leur ont donné une visibilité assez incroyable et de vrais coups d'accélération. Donc, le fait de disposer en réalité d'une mécanique partagée, d'un radar dans le domaine de l'analyse permet de réagir beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge à ce point vite que ça doit être, et ça a été notre choix, ça doit devenir quelque chose qui peut être internalisé dans l'entreprise et sur lequel, à tout moment, les équipes, pour un lancement de projet, pour un lancement de développement international, pour l'exercice du business plan annuel, peuvent revenir sur une trame d'analyse courte et réduite qui leur permet quand même de clarifier leur vision et de poser ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils ont acquis dans leur activité opérationnelle. Ce qui est encapsulé dans cet outil, réellement, de stratégie, c'est la triple mécanique, en fait, puisque l'objectif est d'améliorer la qualité de l'exécution et d'engager sur l'exécution. C'est la mécanique de prise de conscience
de modélisation de l'envie et du changement, et puis derrière de capacité à s'engager et à exécuter. Et en fait, pour être un peu plus concret, on part dans chaque domaine. Donc, on a une grille d'analyse où on va analyser, par exemple, le marché, et puis l'outil va poser des questions. Et le fait d'avancer, de répondre à ces questions va permettre de dessiner une base d'informations fiable qui va servir au choix. Le point clé, en réalité, c'est d'où le logo de l'Olympique de Marseille, alors que nous sommes à Monaco, mais c'est surtout le slogan « droit au but » en réalité qu'il faut retenir. Et en fait, ce logo est assez intéressant parce que les gens matérialisent l'intention et le chemin de l'outil. On va directement chercher trois choses. Est-ce que le client l'a dit? Est-ce qu'il a dit en ces termes? Et puis, dans une mécanique de 5 pourquoi, on va aller chercher toujours la racine des besoins, la racine des problèmes, sans essayer d'apporter des solutions qui sont des solutions patch en réalité. Donc, il y a une vraie mécanique qui se cache derrière ces outils qui va très directement au cœur des problèmes. Alors, stratégie, en fait, en synthèse, c'est quoi? C'est guider le changement par un premier travail de prise de conscience des équipes, parce qu'au travers des questions dont je vous parlais, il y a la prise de conscience qu'en fait, ils ne savent pas, ils ont une information partielle, et dans l'outil, ils doivent systématiquement évaluer 3 niveaux de fiabilité de l'information. Est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que c'est une intuition renseignée ou est-ce que c'est une information fiable? Donc ça fait partie de cette mécanique de prise de conscience, mais ça fait aussi partie de la mécanique d'engagement, parce que quand sur des informations critiques, sur la connaissance du marché, vous apercevez que 80% de vos informations sont des hypothèses, ça vous engage à aller questionner un petit peu plus pour un peu solidifier vos bases avant de faire des choix. C'est le deuxième point. Ça amène à une mécanique de fiabilisation des hypothèses. Elle est collaborative. C'est-à-dire qu'il y a des moments sur lesquels, effectivement, on fait intervenir plusieurs parties prenantes dans l'équipe. Et en fait, très naturellement, cette notion d'améliorer la fiabilité de l'information sur des thématiques clés amène les équipes à se fixer des objectifs de progression et qui vont les amener très naturellement soit à valider des savoir-faire internes, soit à aller chercher de l'information marché de plus en plus fiable. Donc, on est tout le temps projeté dans cette mécanique d'engagement opérationnel sur quelque chose de partagé par les équipes qui donne une vitesse supplémentaire d'exécution. Et effectivement, l'outil amène à un plan opérationnel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura augmenté la fiabilité opérationnelle autant que faire se peut, parce que le métier de l'entrepreneur, c'est de faire des choix avec des niveaux faibles de fiabilité d'information, malgré tout, mais il y a des seuils sur lesquels qu'on peut atteindre en niveau de fiabilité qui nous permettent de nous projeter et en conscience. Voilà. La partie qui est à mettre face à cette notion de stratégie où on comprend qu'il faut aller chercher de l'information et principalement de l'information marché, il fallait donner un guide aussi. Et le management des ventes et énergie, donc c'est l'outil qui sert au management des ventes et à la force de vente, et l'outil qui permet d'aller vers cette mécanique d'acquisition d'informations fiables. Et derrière, effectivement, ce qui est encapsulé dans Nereis Énergie, c'est une façon différente
de faire de la vente aujourd'hui. Alors, pourquoi on doit changer la manière de faire des ventes? C'est qu'aujourd'hui, on est face à une concurrence, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, internationale et technologique, quel que soit notre domaine d'activité. On ne peut pas ignorer que quelqu'un au fin fond de la Chine va pouvoir sortir soit un produit, soit une approche qui va diffuser de façon digitale et qui va arriver à côté de chez vous dans un temps instantané. Donc la concurrence a complètement changé. L'offre est devenue largement supérieure à la demande. Ça met des pressions sur sur la guerre des prix. L'information est passée dans le camp des prospects et des clients. Donc, vous pouvez vous faire zapper dans des phases de sélection sans même que vous soyez au courant que déjà vos prospects ont choisi un autre fournisseur que vous parce qu'il était mieux référencé, plus visible, etc. Et puis, il y a un point quand même qui est absolument clé aujourd'hui, on le voit, et si vous voulez en être convaincu, regardez comment vous achetez à titre personnel. La fonctionnalité n'est plus du tout le point clé de la décision d'achat. Il y a une dimension que certains ont appelée irrationnelle, mais qui est émotionnelle et autour des valeurs. Et cette dimension-là correspond à de nouvelles attentes à la fois des clients, des prospects, mais aussi de vos équipes. Il y a besoin de sens aujourd'hui et de plus en plus de sens si on veut être en réalité véritablement performant dans la partie commerciale et entreprise. Tout ça est repris là-dedans, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité que cet outil autour du management des ventes? Le premier point, c'est un outil qui permet de, comme il analyse la qualité de l'activité commerciale dans la gestion des affaires, c'est un outil qui vous permet d'anticiper les niveaux de performance de votre entreprise. C'est-à-dire que sur cette base-là, on fiabilise complètement les prévisionnels de vente. On fait augmenter la qualité de l'objectif de prochaine action de votre commercial pour qu'il colle au mieux aux attentes des prospects et clients, qu'il aille chercher l'information critique dans un premier temps afin qu'il puisse l'engager vers sa décision avec tous les éléments. Le point clé, c'est qu'on fait remonter des informations très, très factuelles par les commerciaux, ce qui impose en réalité, et c'est le gros bénéfice notamment de la méthode, c'est que comme on est en train de remonter un nombre limité d'informations factuelles qui sont standardisées, tout le monde dans l'entreprise comprend la grille d'analyse des affaires et il n'y a plus d'interprétation commerciale sur une affaire en disant « je la sens bien, c'est un 50%, il va signer ». Ça n'est pas du tout comme ça que se fait l'analyse des affaires. L'analyse des affaires se fait sur une liste de questions. Est-ce qu'on a compris la problématique business? Est-ce qu'elle a été exprimée? Est-ce qu'on a présenté notre solution? Quelle est la valeur perçue? Donc, qu'est-ce qu'il a dit en retour? Est-ce qu'on a ses moteurs d'action personnels? Est-ce que la personne à qui on a parlé était le décisionnaire dans l'affaire? Et c'est ça qui donne ça et quelques autres informations qui donnent le ranking en réalité de l'affaire dans le prévisionnel de vente. Donc, on est sur des éléments qui permettent un partage de l'information avec une information fiable pour l'ensemble de l'entreprise, mais c'est aussi un bénéfice pour toutes les entreprises qui sont dans un domaine international. Quand vous avez à manager des forces de vente qui sont réparties sur la planète, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous avez autant d'interprétations que de cultures et autant d'interprétations de l'affaire que d'individus dans leur propre culture. Et c'est un des problèmes qui nous avait été remonté notamment par les grandes entreprises, qui était qu'à un moment donné, il fallait retraiter toutes les informations prévisionnelles de vente, pays par pays et avec des critères différents. Donc, l'uniformisation de la méthode d'analyse est un point clé pour votre entreprise.
ça introduit le deuxième point qui est d'aller chercher des informations factuelles et critiques en réalité. Donc, c'est ce que impose la méthode d'analyse des affaires. On va, dans ces informations critiques dont je parle, je vous ai parlé des informations un petit peu standards, qui sont celles de la problématique business, etc. Mais en fait, un achat, vous ne vendez pas à une entreprise, vous vendez à un être humain. Et si l'interlocuteur que vous avez face à vous n'a pas de motivation personnelle à s'engager vers vous, même si vous résolvez le problème exprimé pour le compte de l'entreprise, vous ne ferez pas nécessairement la vente. Donc, dans ces informations critiques que nous accompagnons les commerciaux à aller chercher, il y a cette dimension de quel est le moteur d'action personnel, quelle est la dimension émotionnelle qui va faire que le décisionnaire, le prescripteur fort vont avancer vers votre solution et vont s'engager vers votre solution. Ça fait partie réellement de ces informations critiques, au même titre que la description de, effectivement, des raisons et des problématiques qu'ils veulent affronter, des objections qui remontent. Et tout ça, toutes ces données, il y en a un nombre assez limité, constituent des bases de données en réalité d'analyse de marché. Et là, ça fait le lien avec la démarche d'analyse stratégique dont je vous parlais, et cette capacité d'avoir un radar basé sur des informations de plus en plus fiables. C'est-à-dire que vous commencez à mettre en synergie en réalité une vraie activité commerciale monitorée au travers des outils qui vous fait remonter une information marché extrêmement riche sur les affaires gagnées comme sur les affaires perdues, comme sur les affaires qui sont en cours. Vous n'êtes plus avec un management sur le chiffre d'affaires où vous ne comprenez pas, vous ne faites que constater que ça a été gagné ou perdu, mais sans comprendre pourquoi et comment s'est fait le choix. Donc, vous êtes sur des bases de données d'intelligence de marché, à la fois sur le marché, mais vous monitorez aussi la qualité du travail de vos commerciaux. C'est-à-dire que comme vous mesurez le niveau d'information qu'ils arrivent à vous ramener au fil de leurs interactions avec le client, vous pouvez tout à fait monitorer les savoir-faire qu'ils maîtrisent, ceux qu'ils ne maîtrisent pas. Vous pouvez partager les bonnes pratiques entre vos commerciaux, etc. Donc, vous créez une base de données à la fois interne de vos savoir-faire et externe sur l'information marché qui se crée au fil de l'eau. Donc, plus vous allez avoir d'affaires gérées de cette manière-là avec un nombre différent de commerciaux, plus vous allez avoir une richesse d'informations parce qu'elle sera uniformisée. Le point clé quand même de tous nos outils est d'être ancré sur un objectif de prochaine action, que ce soit en fait, on en a un petit peu parlé en filigrane sur stratégie, qui est cette prise de conscience que vous ne maîtrisez pas l'information et ce guide pour aller vers un plan opérationnel. On est engagé déjà sur l'étape d'après, dès qu'on fait le premier travail. Chez les commerciaux, ils sont obligés par l'outil de se fixer un objectif de prochaine action. Donc, on est réellement dans des outils qui ont une mécanique d'engagement embarquée à l'intérieur de l'outil. En résumé, ils permettent d'aligner les différents blocs de l'entreprise et les différentes étapes, et surtout d'aligner en réalité, et pour de vrai, ce n'est pas du tout un discours de marketing pour faire joli et attirer les clients. Le point, c'est d'aligner l'entreprise sur la réalité des besoins exprimés et non exprimés des clients. Et dans ce travail collaboratif, comme on associe l'ensemble des équipes à la fois dans l'analyse des informations qui remontent du terrain, dans la réflexion stratégique et dans l'exécution, c'est l'ensemble de l'entreprise qui partage l'information qu'il y a dans la tête des prospects et qui se pose la question de savoir comment on peut améliorer les choses. Donc l'alignement est réel en réalité. Et ça n'est pas un vœu pieux
l'entreprise qui va, pour séduire les clients, qui va faire du marketing washing en disant que c'est le client au cœur de l'entreprise. Là, on est dans une mécanique où le client est vraiment au cœur de l'entreprise et pour de vrai. Le deuxième point, le deuxième point obsessionnel de nos outils, c'est de gérer la qualité. La qualité d'abord par la fiabilité des informations, parce qu'il reviendra toujours aux équipes et aux dirigeants de faire des choix. Et maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que les choix sont pertinents parce que ce sont les équipes et les dirigeants qui connaissent le mieux leur domaine d'activité. Les choix seront pertinents et de qualité dans l'exécution s'ils sont pris et faits sur des informations fiables. Et c'est cet ensemble-là qui amène à une surperformance. On le voit bien avec un certain nombre de startups avec lesquelles on a travaillé en fonction du degré d'alignement, en fonction, parce que tous les dirigeants, toutes les équipes ne sont pas prêtes à travailler avec ces méthodes collaboratives, avec les changements de culture en réalité, culture autour de la vente, culture autour du partage de l'information dans l'entreprise. Donc certains s'arrêtent en chemin, ils acquièrent certaines techniques, ils améliorent certains éléments de la fusée et de leur process. Donc il y a une amélioration, il y a une performance, mais ceux qui arrivent à faire l'ensemble progressent de façon phénoménale. On a l'exemple assez récent là d'une start-up qui est rentrée au village Baïséa à 2 personnes, qui 24 mois après en sort avec 17, qui a levé entre-temps 1 million d'euros de chiffre d'affaires sans dilution, 1 million d'euros de financement sans dilution majeure, qui est passé de 100 à 500 clients. Voilà. Donc, tous les critères, effectivement, d'accélération réelle et qui a forcément changé sa roadmap de produits, etc. Je pense qu'on arrive à une forme de synthèse qui est que, effectivement, cette mécanique est ce qu'on peut apporter à des degrés assez différents en fonction du désalignement initial de l'entreprise, c'est qu'en travaillant de façon très factuelle sur les différents blocs et en travaillant en 3 étapes, cette prise de conscience, cette incitation au changement et cette capacité et cet apport de savoir-faire et de méthodes pour déployer le changement, on arrive effectivement, c'est l'exemple que je vous ai donné, cette entreprise qui est passée de 2 à 17 personnes, etc. Vous avez ensuite, c'est l'exemple d'Evoluflor, vous avez ensuite un certain nombre de témoignages, mais au-delà des chiffres et des réalisations qui sont faites par le déploiement des méthodes, c'est surtout l'apprentissage des dirigeants et leur capacité à redéployer de façon autonome ces méthodes dans l'entreprise. C'est-à-dire que la vocation de nos outils est aussi de permettre aux dirigeants d'être autonomes plus rapidement. On n'est pas derrière, c'est eux qui ont appris au travers des outils et c'est eux qui diffusent en interne et maintiennent et pérennisent au travers de ces outils le déploiement de ces bonnes pratiques. Être capable, comme Evoluflor, d'intégrer, ils ont été capables d'intégrer 6 commerciaux d'un coup. Au bout de 5 jours, les nouveaux embauchés faisaient leur première vente. Donc, c'est aussi ça, ils arrivent dans des structures effectivement très préparées, avec une transmission du savoir et une capacité à le déployer, qui est vraiment la vocation, c'est ce que je vous ai mis en avant avec les dauphins, c'est notre obsession, c'est la qualité de l'exécution, la vitesse et la qualité de l'exécution. Des témoignages que vous pourrez voir avec la présentation.
ce qui nous a, nous, étonnés, parce que ça, ce sont vraiment les mots qu'on est allé chercher chez les dirigeants, c'est qu'on pensait que on allait avoir des retours sur des faits et des chiffres. J'ai progressé de temps, j'ai gagné tant de clients. Ils nous ont parlé de bénéfices émotionnels. Engagé, débloqué, sérénité, structurant, etc. Donc, on est ravis, mais on a été surpris en réalité. Et c'est le discours assez récurrent des dirigeants avec qui on travaille. On a réellement amélioré leur qualité de travail en réalité. Et c'est peut-être le plus beau compliment à titre personnel qu'on puisse nous faire. En synthèse, les offres, donc c'était le titre dont j'avais du mal à me souvenir au démarrage. Donc c'est 3 étapes. Donc vous avez ici en fait une description. Je la laisse à l'écran, je ne vais pas la reprendre, mais de 3 niveaux différents, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être confronté à la réalité. Et on va utiliser exactement les mêmes outils, les mêmes approches dans les 3 cas, mais sur des périmètres plus réduits en temps, moins impliquants, justement pour correspondre, Proovit va correspondre à typiquement votre notion de prise de conscience. Est-ce que vous saviez qu'il y avait cet environnement-là et est-ce que vous avez envie de changer? Parce que ça, on ne le sait pas avant de commencer. Donc, c'est pour ça qu'on a scindé Proovit, Buildit et Fundit. Pour ceux qui veulent s'arrêter à Proovit, ils peuvent s'arrêter à Proovit. Simplement, on va matérialiser 2 choses dans Proovit. Le décalage entre la perception peut-être du marché ou des savoir-faire internes. On va commencer à amorcer un chemin vers quelque chose de plus structuré. Et cette pré-modélisation de ce chemin va vous permettre de savoir si vous avez envie de le faire ou pas. Et la suite, c'est effectivement Buildit, etc. Donc, c'est pour ça que vous avez dans la structure de prix un Buildit. Si vous prenez Proovit, c'est le prix de Buildit moins Proovit, etc. Donc, on est vraiment dans une mécanique où ce qui nous intéresse est la motivation et l'accompagnement du dirigeant et des équipes dans une avancée sincère vers le changement et vers la progression vers leurs clients et le marché. Voilà. Je crois que la présentation est terminée. Voilà. En conclusion, ça représente un peu la sérénité que vous allez atteindre. Vous allez être en apnée, mais vous allez descendre et voir des choses étonnantes. Et ça se fait de façon assez simple. Et honnêtement, pas mal de dirigeants ont été surpris de ce que ça a pu leur apporter et de ce que ça a apporté à leurs équipes. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Je vais essayer de couper l'enregistrement.